3, 2, 1, bienvenue chez les amoureux des jeux. Je suis Marie et ce soir on se retrouve pour mon top du mois d'avril. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de live parce que j'étais partie en vacances, mais voilà, je suis de retour et on commence très fort avec mon top du mois d'avril. Donc, comme d'habitude, mon top du mois d'avril, ce sont mes coups de cœur, les jeux que j'ai préférés et qui sont sortis au mois d'avril. Voilà. Comment allez-vous? Bonjour Serval, bonjour Christelle, bonjour Mister Solo Board Game, bonjour Goldust, comment allez-vous? Et puis bonjour à ceux qui ne parlent pas dans le chat. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Mais c'est qui à l'écran? Ouh, c'est moi. C'est toujours moi, c'est la même personne qu'il y a 3 semaines. Sauf que j'ai été modifiée génétiquement par les Chinois. Attention. Non, tout va bien, je suis toujours fidèle à moi-même, pas de soucis. Moi, ça va très bien, merci Goldust de demander. Ça va très bien, j'ai passé de super vacances, ça m'a fait du bien, ça m'a ressourcé. En plus, j'ai vu mes parents, donc ça m'a fait énormément de bien parce que, comme vous le savez sûrement ou pas, mes parents habitent en Chine depuis 1 an et demi, bientôt 2 ans. Et du coup, je les avais pas vus depuis août dernier, donc ça fait quand même du bien de les revoir. Je vais revoir ma maman fin juin, début juillet, mais après je ne les reverrai pas avant juillet de l'année prochaine. Donc ça fait quand même du bien de les voir, de passer une semaine avec eux, de visiter un peu Shanghai, tout ça. Voilà, Marie 2.0, c'est ça. Voilà, et oui, mes vacances étaient super bien. Du coup, j'ai visité 3 villes. J'ai visité Pékin, Xi'an et Shanghai en Chine. C'était très cool, j'ai vu des trucs magnifiques. J'ai vu la Grande Muraille, j'ai vu l'armée de terre cuite. Je trouvais ça trop beau. J'ai vu plein de très belles choses. Et il a fait très beau, donc j'ai bien profité de visiter tout ça. La famille, c'est sacré. Bah oui, surtout quand elle est très loin. Mais bon, on se voit de temps en temps en visio et tout ça, mais bon, c'est pas pareil que d'être proche, assis à la même table. J'espère que vu que c'est une nouvelle version, faudra pas la patcher. Parce que l'ancienne, il fallait la patcher peut-être. Bon, du coup, Serval, c'est parti, il va démarrer le programme. Je vais embêter Marie. C'est parfait, donc en tout cas, c'est le même Serval qu'avant, ça, il n'y a pas de doute. Non, t'inquiète, je vais pas la patcher. Ah, parfait. Bon, du coup, on se retrouve ce soir pour parler de mon top du mois d'avril. Donc, comme j'aime bien faire au premier live de chaque mois, j'aime bien vous parler des jeux que j'ai adorés le mois dernier. Comme ça me permet de vous parler de jeux que je n'ai pas pu vous présenter en live parce que je ne pouvais pas y jouer toute seule ou parce qu'ils n'étaient pas disponibles sur BGA. Et du coup, ce sont des jeux souvent qui se jouent de 2 à plus de joueurs. Ou alors des jeux que j'ai présentés en live des fois aussi. Donc, si vous suivez mes lives, ça peut vous faire des redondances, mais il y a quand même des nouveautés, voilà. J'avais prévu de commencer, comme d'habitude, je fais plutôt un top 6. Mais là, j'avoue que j'ai pas trouvé 6 jeux qui m'avaient transcendé. J'en ai trouvé 5. 5 que j'ai adoré au mois d'avril. Et du coup, je vais commencer par vous parler d'un autre jeu qui est sorti au mois de mars et dont je ne vous avais pas parlé dans mon live du top de mars parce que c'était un jeu qui était plutôt dans mon top 7. Et je trouve qu'il n'a pas été il n'a pas eu beaucoup de publicité et du coup je trouvais ça dommage, donc j'avais envie de vous en reparler ce soir, comme ça peut-être que si vous êtes passé à côté, vous allez peut-être vous dire finalement je vais peut-être m'intéresser à ce jeu. Donc voilà, donc on va commencer par ça. Donc c'est parti, hop. Donc je voulais commencer par vous parler de Le Monde Dorothea. Le Monde Dorothea, c'est un jeu qui est sorti en mars, donc il aurait dû être dans mon top du mois de mars, mais comme je vous l'ai dit, c'était plutôt en 7ème, donc comme je fais que des top 6, il est passé à la trappe. Mais là j'avais envie de vous en parler, et parce que je trouve qu'il est très sympa, surtout pour les gens qui aiment bien les jeux de pose de tuiles, d'agencement de tuiles, un peu à la King Domino et tout ça. Je le trouve très cool. Donc voilà, c'est Le Monde Dorothea. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs pour des
gens de 10 ans et plus, et pour des parties d'environ 35 minutes. Quand vous allez ouvrir la boîte du monde de Rotera, vous allez avoir plusieurs choses. D'abord, vous allez avoir les petites tuiles qui sont ici. Donc, dans ce jeu, votre but, ça va être de créer un carré de 4 x 4 tuiles. Donc, comme ceci. Hop, là déjà, j'ai une colonne de 4 tuiles. Et il va falloir faire ça 4 fois. Et le fait de faire ça, ça va vous faire marquer des points. Vous allez marquer des points si vous réussissez à faire des zones de terrain identiques d'au moins 7 cases. À ce moment-là, si votre terrain fait au moins 7 cases, vous allez gagner 1 point par case. Ensuite, vous allez gagner des points si vous arrivez à avoir des petits symboles de reliques comme ceci sur vos cases. Ça va vous faire 1 point par relique. Ensuite, vous allez gagner des points si vous arrivez à entourer les petites cases de, je ne sais plus le nom, mais de ressources d'eau. Une case de ressources d'eau entourée, ça fait 8 points. Et enfin, la petite subtilité du jeu, ce sont les petits bâtiments que vous allez venir placer. Donc, vous allez à chaque partie choisir un module. Donc, par exemple, ça c'est le module 1. Et donc, le module 1 va apporter différents types de bâtiments que vous allez venir placer sur votre paysage. Et ces bâtiments vont vous donner des effets et vont vous permettre d'avoir des points. Alors, si je zoome un peu, j'ai pas revu mes zooms. Ouh là là, ça va être le bordel. Par exemple, si je veux poser ce bâtiment, il va falloir que je le pose sur des cases d'engrenage. Comme ceci, si j'ai 2 engrenages côte à côte, hop, je vais venir poser ce bâtiment dessus. Et ce bâtiment, en fait, c'est une école et elle vaut 2 points supplémentaires si j'ai plus de reliques visibles que mes 2 voisins. Donc en fait, ça va être des petits bâtiments que vous allez venir ajouter pour gagner des points supplémentaires. Il y a plusieurs types de bâtiments. Par exemple, le jardin, il vaut 3 points supplémentaires s'il est placé sur un segment de terrain continu de 7 cases exactement. La ferme, chaque fois que vous placez un bâtiment, placez un jeton bric-à-brac sur une relique dans une des communautés de vos voisins. Donc c'est un peu... Cette carte, elle se joue un peu avec l'école, parce que là, l'école, elle vous demande d'avoir plus de reliques visibles que vos 2 voisins. Et la ferme, elle va vous permettre de cacher avec des petits jetons bric-à-brac, qui sont des petits jetons ici. Elles vont vous permettre de cacher les cases reliques de vos voisins, pour faire un petit peu d'interaction. Et donc, vous allez devoir essayer de combiner tout ça, toutes ces manières de marquer des points. Ça, c'est les petits jetons à reliques. On voit rien du tout, la luminosité est nulle. Donc vous allez devoir combiner tout ça pour marquer un maximum de points. Et je trouve que ce jeu est vraiment très très sympa. Comme je l'ai dit, surtout pour les gens qui aiment bien les jeux à la King Domino, où vous allez venir assembler vos tuiles pour marquer un maximum de points. Là c'est très casse-tête, vous allez récupérer dans une rivière de tuiles une tuile à chaque tour. Vous allez devoir la placer comme vous pouvez sur votre plateau. Et à la fin, bah, vous n'aurez que 4 x 4, 16, donc 15 tours, parce que vous allez commencer par une tuile comme ceci, ça c'est votre tuile de départ, et vous allez venir récupérer 15 autres tuiles pour faire votre carré de 4 x 4, et il va falloir du coup bien choisir tout ça, bien placer les engrenages. À chaque tour aussi, au lieu de placer un bâtiment sur un engrenage, vous allez pouvoir placer un petit voyageur. Un petit voyageur, ça va vous rapporter 1 point à la fin de la partie. Donc il y a plein de manières de marquer des points. Vous allez pouvoir soit vous focus sur une stratégie, soit essayer de jouer un peu sur tous les tableaux. Et je trouve que le jeu est vraiment très sympa et il méritait d'être mis en lumière, je trouve, parce que je trouvais qu'on n'en avait pas entendu beaucoup parler sur les réseaux et tout ça. Et donc moi, j'avais envie de vous en parler. Voilà. Donc c'est un de mes... Ah zut, j'ai pas rangé ça, pas grave. C'est un des jeux qui m'a plu au mois de mars. Voilou. N'hésitez pas si vous avez des questions. Coucou tout le monde, je couche mes 2 filles et je nourris mes chiens et je suis 100% dispo pour écouter. Parfait. Et ben bonne nuit à tes filles et bon appétit à tes chiens alors. Et salut Princesse May. C'est vrai que j'ai pas dit bonjour. Hop. Et donc, oui, ce que j'ai pas dit, c'est que du coup, il y a 3 modules différents. Donc ça, c'est la boîte du module 1. Ça, c'est la boîte du module 2. Donc c'est 5 nouveaux bâtiments. Et ensuite, il y a la boîte du module 3 avec 5 autres bâtiments encore. Ce qui fait 15 bâtiments différents.
Et dans la règle, je crois qu'à la fin, il y a des... ils vous proposent d'agencer différents modules entre eux pour tester d'autres configurations. Donc ça fait quand même pas mal de parties différentes. Et il y a des bâtiments qui sont plus sur l'interaction entre les joueurs, d'autres bâtiments qui sont plus chacun dans son coin. Donc après, au fur et à mesure, quand vous commencez à connaître un peu tous les différents bâtiments, vous pouvez vous-même créer votre combinaison de 5 bâtiments pour votre partie. Et si vous préférez avoir une partie avec beaucoup d'interactions, bah, vous mettez les bâtiments avec de l'interaction. Et si vous préférez une partie sans interaction, bah, vous mettez tous les bâtiments sans interaction. Et voilà. Et donc ça, c'est le plateau qui vous permet de placer... C'est le plateau qui vous permet de placer les bâtiments dessus. Et donc on voit qu'à 2 joueurs, on n'a que cette colonne qui est utilisée. À 3 joueurs, on a aussi cette ligne-là. Et à 4 joueurs, on a tout le plateau en entier. Et donc bah, en fonction du nombre de joueurs, vous allez varier le nombre de bâtiments. Comme ça, bah, les parties seront plus ou moins longues. Tac, je le remets bien. Donc voilà, j'avais envie de commencer par vous parler de ce petit jeu qui est sorti en mars. Maintenant, on va s'attaquer au jeu du mois d'avril parce que vous êtes venus pour voir mon top du mois d'avril. Donc, avant ça, je vais vous montrer les jeux. Oh, mon chat... hop là. Ça, c'est les jeux que je vous avais montrés à la fin du live, à la fin du dernier live. Et c'est les jeux où je vous ai dit, ces jeux-là, ils sortent au mois d'avril et je les attends avec impatience. Et en fait, en vérité, j'ai vraiment joué à ces jeux-là. Donc, il y en a qui n'étaient pas dans la liste, il y en a qui étaient dans la liste et qui ne sont pas dans cette liste parce que je n'ai pas eu le temps de les tester, ou finalement je me suis dit non, c'est pas pour moi, donc je vais pas les tester, ou il y en a qui ont une sortie qui a été retardée, par exemple ici les rats de Wistar, il sort plutôt en juin, alors qu'à la base il était prévu pour avril, et pareil Bamboo, je crois qu'il sort en mai au lieu de avril. Donc ces deux-là ont été retardés. Wonderland War, je n'ai pas eu l'occasion de le tester et je pense qu'il me plairait, mais il n'est pas dans la configuration de joueurs auquel je joue habituellement. Je joue surtout avec mon chéri à 2 joueurs et je joue un petit peu au boulot avec certains de mes collègues, mais c'est souvent sur le temps du midi et du coup on n'a que 30-45 minutes max pour jouer, donc clairement Wonderland Wars est beaucoup trop long. Donc je pense que je vais passer mon chemin, mais si jamais un jour j'ai l'occasion de le tester en festival ou autre, ou chez quelqu'un qui me propose d'y jouer, bah à ce moment-là j'y jouerai. Je pense que ça peut me plaire, mais là je n'ai pas eu l'occasion d'y jouer. Donc les jeux auxquels j'ai vraiment joué au mois d'avril, ce sont ceux-là. Et donc parmi ceux-là, j'en ai pris 5 qui sont vraiment les jeux que j'ai adorés parmi... pas tout cela. Voilà. Les autres, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que il y en a j'ai bien aimé, mais c'est pas vraiment des coups de cœur, et il y en a j'ai pas aimé. Voilà. Harmonie, j'adore, mais pas d'interaction. Oui, c'est peut-être un peu le bémol pour certaines personnes, mais j'avoue que moi, je m'en fiche un peu de l'interaction. Bon, et ben du coup, c'est parti. Je pense qu'on va pouvoir commencer avec le top 5 du mois d'avril. Donc, roulement de tambour, le top 5 du mois d'avril est... Solstice. Hop, je zoome un peu. Hop là. Donc, mon top 5 sur 5 du mois d'avril, c'est Solstice. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Solstice, c'est un petit jeu de duel, donc pour 2 joueurs, pour des parties d'environ 15 minutes et des joueurs de 8 ans et plus. Dans ce jeu, vous allez être... alors, le pitch du jeu, il est un peu zarbi, je trouve. Ils disent que en des temps très anciens, le passage à l'âge adulte faisait l'objet d'un rite initiatique. Donc, en gros, pour que vous puissiez passer à l'âge adulte, il va falloir monter en haut d'une montagne, allumer des feux et puis gagner un maximum de points. J'ai trouvé ça un peu marrant. Mais bon, on s'en fout un peu du thème, je trouve, quand on joue à ce jeu. Mais à part ça, je trouve que le jeu est très très cool. Donc quand vous allez ouvrir Solstice, vous allez avoir une petite tête de jeu, vous allez avoir des super tuiles très qualitatives. Et en gros, le but, ça va être de marquer un maximum de points en explorant
la montagne. Et pour ça, vous allez devoir récupérer des petites tuiles comme ceci. J'ai cru qu'elle utilisait une mitrailleuse. N'importe quoi. Vous allez récupérer des tuiles comme ceci. Et votre but, ça va être de créer ce paysage qu'on voit ici. Sauf que chaque tuile est unique. Donc ça veut dire que si vous récupérez cette petite tuile rouge en bas à gauche, et bien votre adversaire ne pourra jamais avoir cette petite tuile numéro 1 en bas à gauche. Donc il va falloir essayer de récupérer les tuiles qui vous intéressent et de ne pas laisser celles qui intéressent votre adversaire pour pouvoir réaliser une zone, la plus grande zone possible de tuiles adjacentes, parce que vous allez gagner un point par tuile qui sont dans la plus grande zone de tuiles adjacentes. Ensuite, vous allez essayer d'allumer des feux. On voit qu'en haut de la montagne, il y a des petits feux comme ceci. Pour pouvoir allumer un feu, il va falloir relier la tuile tout en haut, donc ici la tuile violette, au bas du paysage par n'importe quel chemin continu. Et ensuite, vous allez aussi essayer de récupérer des petits animaux de la forêt, donc petits animaux de la montagne, petits esprits de la nature, je ne sais jamais comment ils s'appellent. Ces petits esprits de la nature, ils vont vous rapporter des points en fin de partie également. Et pour ça, pour les récupérer, il va falloir réaliser des carrés de tuiles. Donc là, si j'arrive à trouver le 8 vert, ce serait génial parce que ça me permettrait de faire un carré de 4 tuiles. Et à ce moment-là, quand j'ai un petit carré de 4 tuiles, j'ai un petit animal qui vient chez moi pour gagner des points. Voilà, comme ça, hop, 8 verts, et boum, là j'aurai un petit animal qui se mettrait dessus. Et donc votre but, ça va être de à la fois faire un grand groupe de tuiles contiguës, de relier les flammes en haut de votre paysage au bas de votre paysage pour gagner un point par flamme, et avoir des petits animaux qui viennent chez vous en faisant des carrés. Et en agençant tout ça, votre but, ça va être d'avoir le plus de points possible, plus de points que votre adversaire, et pour gagner. Voilà. Et c'est très cool. Pour récupérer les tuiles, il va y avoir une rivière de tuiles entre les joueurs. Et il va falloir essayer de capturer les tuiles. Pour capturer une tuile, il va falloir jouer une tuile de la même couleur ou de la même valeur. Par exemple, si ici je veux ce 10 rouge, il faut que je joue soit une tuile rouge, soit une tuile 10. Si je joue ce 6 rouge, je vais pouvoir venir capturer la tuile 10 rouge. Mais j'aurais pu aussi capturer la tuile 3 rouge. Et donc il va falloir essayer de bien optimiser ce que vous allez capturer, parce que si j'ai qu'une seule tuile rouge mais que je veux le 10 et le 3, il va falloir que j'essaye d'avoir dans ma main soit un 3 soit un 10 après pour capturer l'autre, mais votre adversaire il va peut-être vous embêter, prendre les tuiles avant vous, etc. Et je trouve ça très très cool. Et après il y a aussi des tuiles arc-en-ciel qui sont des tuiles joker qui vont vous permettre de remplacer des tuiles pour vous aider à relier les petites tuiles flammes, parce que forcément vous aurez pas... Peut-être que là, mon adversaire, s'il voit que je fais la colonne de 7, il va essayer de prendre le 7 bleu pour pas que je puisse avoir le 7 rose et mettre mon 7 violet dessus. Enfin voilà, je trouve ça très très cool. Désolée, je dois y aller, étant en vacances, je ne pourrai pas rester longtemps. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, et Marie, je regarderai la rediffusion. Pas de soucis, bonnes vacances à toi, Mister Solo Board Game, et du coup, à lundi peut-être, ou à plus tard. Et c'est super cool si tu regardes la rediffusion, pas de soucis. Voilà, et donc Solstice, c'est mon top 5 sur 5 du mois d'avril. Je trouve que le matériel est très très quali, ça donne vraiment très envie d'y jouer, de manipuler le matériel. Clairement, quand on fait une partie, on n'en fait pas qu'une, on enchaîne une deuxième pour prendre sa revanche, ou justement pour que l'adversaire prenne sa revanche, si c'est nous qui avons gagné. Et franchement, c'est très cool. Si jamais vous ne l'avez pas encore testé, il est jouable sur BGA. Moi, j'y ai joué avec les viewers qui étaient intéressés en live avant mes vacances. Et ça se joue très bien sur BGA. En plus, sur BGA, il y a un fond transparent avec vraiment les tuiles. Donc vous voyez ce qui vous manque, vous voyez ce qu'il y a. Et maintenant aussi sur le site de l'éditeur c'est The Lumberjack Studio. Sur le site de l'éditeur, vous pouvez imprimer ce truc-là en format A3. Et avoir du coup une sorte de petit modèle sur votre table. Donc si vous avez possibilité de l'imprimer, faites-le. Moi j'avoue que je ne veux pas forcément le faire, mais vous, si ça vous aide, faites-le. J'ai vu qu'il y avait des gens sur Instagram qui l'avaient fait, donc vous pouvez le faire. Voilà, je range ça vite fait. Tac.
Enfin, en tout cas, de toute façon, dès que j'avais vu ce jeu en festival l'année dernière, j'ai eu un coup de cœur. Les illustrations sont vraiment magnifiques. Je pense que ça va grandement aider le jeu et je pense que c'est ça que les joueurs vont voir en premier. La beauté des illustrations et ça va vraiment attirer l'œil. Ça va vraiment donner envie de s'y pencher et de le tester. Et ben, c'est vraiment cool, donc je pense que les gens vont bien aimer ce jeu. En tout cas, je l'espère pour lui, parce qu'il le mérite. Voilà, voilou. Et ça prend pas de place. Eh ben oui, carrément. Ça prend pas de place. Et sur BGA, ça prend encore moins de place. Mais oui, vous pouvez carrément le glisser dans un petit sac à main. Alors ça prend un peu de place quand même sur la table quand vous y jouez. Mais dans le sac à main, ça prend pas du tout de place. Voilà. Il y a Christelle qui nous dit qu'elle y joue sur BGA, mais c'est trop bien. Parfait. Donc ça, c'était le top 5 sur 5 du mois d'avril. Maintenant, on va passer au top numéro 4. C'est parti, roulement de tambour. Hop, et le top 4 du mois d'avril, c'est Jekyll et Hyde versus Scotland Yard. Ah mince, je peux pas avoir le jeu, j'ai pas de sac à main. MDR. Achète-toi un sac à main alors. Donc le top 4 c'est Jekyll et Hyde versus Scotland Yard. C'est mon top 4 du mois parce que j'adore ce jeu. Je sais pas si vous connaissez Jekyll versus Hyde qui est un peu le grand frère de ce jeu. Jekyll versus Hyde c'est un jeu de pli pour 2 joueurs en compétition. Ici, Jekyll et Hyde versus Scotland Yard, c'est un jeu de pli pour 2 joueurs, mais en coopération. Les 2 joueurs, l'un va jouer Jekyll, l'autre Hyde, et ils vont tous ensemble jouer contre Scotland Yard, qui est un peu joué par le jeu, enfin, je vais vous expliquer vite fait. Et franchement, moi j'avais pas du tout accroché au Jekyll versus Hyde, j'y avais joué que sur BGA, alors peut-être que j'aurais pas dû y jouer sur BGA justement, et peut-être y jouer en vrai, j'aurais peut-être plus accroché, mais en tout cas en y jouant sur BGA, j'avais pas du tout accroché à son grand frère, et là le fait que ce soit coopératif, je me suis dit je vais peut-être plus aimer. Et effectivement, j'aime beaucoup plus ce jeu que Jekyll vs Hyde. Ça va, il y a Princess May qui dit qu'elle avait détesté aussi Jekyll vs Hyde, je me sens moins seule. Alors, est-ce que j'ai jamais gagné? J'avoue que j'avais du mal à gagner aussi sur Jekyll vs Hyde, alors c'est peut-être ça aussi qui m'a fait dire j'aime pas ce jeu, je perds tout le temps. Mauvaise joueuse, non, pas du tout. Et là, du coup, Jekyll et Hyde, le fait que ce soit en coopératif, déjà j'adore les jeux coopératifs parce que j'aime pas perdre et donc, c'est comme ça, si on perd tous ensemble. Je suis tellement mauvaise. Mais Jekyll et Hyde versus Scotland Yard, j'ai adoré. Je l'ai pourtant chez moi, mais du coup, il ne sort jamais. Ah, bah du coup, faut le revendre. Moi, j'aime pas quand les jeux ils sortent pas, je les vends. Donc, quand vous allez ouvrir Jekyll et Hyde versus Scotland Yard, vous allez avoir une petite règle de jeu. Hop. Ensuite, vous allez avoir une petite boîte avec des petits pions. Hop. Donc, comme dans Jekyll et Hyde, vous allez avoir les petits jetons qui vont vous indiquer l'atout, enfin les couleurs les couleurs majoritaires, on va dire. Et ensuite, ici, vous allez avoir un petit jeton Jekyll avec au verso Hyde. C'est un jeton qui va indiquer les tours de jeu. Là, du coup, on va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et là, on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre parce que le jeu va se dérouler en 2 manches. Et donc, pendant une manche, on va tourner dans un sens et l'autre manche dans l'autre sens. Et aussi, en fonction du personnage actif, donc là, c'est Jekyll, il va y avoir des effets, des règles qui vont pouvoir s'ajouter au fur et à mesure de la partie. Donc, c'est important. Chacun des joueurs va avoir la carte de son personnage. Alors, moi, souvent, je joue Mr. Hyde et mon chéri Dr. Jekyll parce que je fais très peur et je suis souvent très énervée. Donc, voilà. Et ensuite, vous allez avoir des cartes, vous allez avoir les cartes comme dans Jekyll versus Hyde, un jeu de pli en 3 couleurs avec des potions. Et ensuite, vous allez avoir un petit livret d'aventure c'est des cartes, mais ça fait un peu un livre comme ça que vous allez tourner avec des chapitres. Et donc, il y a 10 chapitres différents. Les 3 premiers chapitres, ça fait un peu... comment on dit,
tutoriel. Et ensuite, à partir du 4e chapitre, ils vous disent voilà, maintenant vous avez toutes les règles, et donc ces règles-là vont s'appliquer à chaque chapitre. C'est juste qu'après, il va y avoir des petites subtilités de règles qui vont s'ajouter. Alors j'avoue que nous, on est arrivé au chapitre 4 et on galère déjà de fou. Hein. On n'a pas encore fait chapitre 5, mais je me dis, mon Dieu, on est déjà très mauvais sur les 4 premiers chapitres. Je sais pas comment on va arriver au chapitre 10, mais bon, on y va petit à petit. Voilà, voilà. Si tu joues pas au jeu que tu perds, Marie, tu ressors pas tes jeux souvent. C'est ça, c'est ça. Par contre, dans le même style, j'adore Dracula vs Van Helsing. Oui, moi aussi, j'adore ce jeu. Il est trop bien. Dracula vs Van Helsing. Et bah là, je pense que Jekyll et Hyde versus Scotland Yard, si t'aimes les jeux coopératifs Princess May, tu devrais peut-être plus aimer que Jekyll versus Hyde. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc ici, en gros, votre but, vous allez avoir un petit plateau comme ça. Hop, je vais peut-être dézoomer. Hop. Donc vous allez avoir un plateau comme ça, et en fait ce plateau, c'est là où Jekyll et Hyde, c'est ce pion, va avancer. Le chapitre va vous dire à quelle case vous allez devoir démarrer. Par exemple, là, chapitre 3, ça vous dit vous démarrez sur la case 1, donc vous vous mettez sur la case 1, et ça vous dit aussi où est-ce que Scotland Yard va commencer. Donc là, il commence sur sa case habituelle, mais après, il y aura sûrement dans d'autres chapitres, on va pas tous commencer à la même case. Et donc vous, votre but pour gagner, ça va être d'amener le pion Jekyll et Hyde au bout de la piste, et Scotland Yard, son but, ça va être de vous rattraper. Pour gagner, il ne faut pas que le jeton Scotland Yard vous rattrape. S'il vous rattrape ou vous dépasse, vous avez perdu. Comment vous allez avancer? Eh bien, pour avancer, il va falloir remporter des plis. À chaque tour, en gros, donc ça se joue, comme j'ai dit, en deux manches de 8 plis. Et donc, à la fin de chaque manche, vous allez regarder qui, entre Jekyll et Hyde, a le moins de plis. Si Jekyll a 3 plis et que Hyde a 2 plis, à ce moment-là, le pion Jekyll et Hyde va avancer du nombre égal au plus petit nombre de plis. Donc là, 2 plis, donc il va avancer de 2 cases. Il y a des règles qui vont s'ajouter au fur et à mesure des chapitres. Par exemple, au chapitre 3, si vous avez des 8 dans vos plis, à ce moment-là, Jekyll et Hyde va avancer d'une case de plus par 8 que vous avez réussi à récupérer dans vos plis. Vu que le 8, c'est la carte la plus forte, c'est dur de la récupérer parce qu'en fait, au début de chaque manche, on va vous distribuer 12 cartes. Et parmi les 12 cartes qu'on va vous distribuer, vous allez en donner 4 de votre main pour former le deck de Scotland Yard. Chaque joueur en donne 4. Donc ça fait que le deck de Scotland Yard a 8 cartes. Vos deux mains qui avaient 12 cartes moins 4 a 8 cartes. Et donc ça va faire 8 plis. Vous êtes obligé, dans ces 4 cartes que vous allez donner à Scotland Yard, de donner vos 8. Tous les 8, c'est Scotland Yard qui les récupère. Donc il va falloir essayer de trouver des astuces pour les récupérer parce que ça va vous permettre d'avancer plus vite. Il y a aussi les cartes 1, 2 et 3 qui ont des petits casques de Scotland Yard. Si vous récupérez ces valeurs-là dans vos plis, Scotland Yard va avancer d'une case par symbole casque que vous aurez dans vos plis. Donc c'est pas très cool. Donc il va falloir essayer de bien former votre stratégie avec votre coéquipier pour essayer de récupérer les 8, mais pas les 1, les 2 et les 3, mais en même temps de gagner des plis. C'est pas très simple. Et ensuite, il va y avoir les potions. Les potions, ça permet d'activer les couleurs de cartes. Je me rappelle plus si c'est comme ça dans Jekyll versus Hyde, mais là, en gros, si par exemple, je joue une carte bleue et que mon coéquipier qui joue après moi joue une potion, ma potion prend la couleur de la carte précédente, donc bleu, et donc il active le pouvoir bleu. Chaque couleur a un pouvoir différent. Par exemple, rouge, on va piquer un pli à Scotland Yard qu'on va venir mettre devant nous. Là, le pouvoir du noir, ça veut dire qu'on va regarder la prochaine carte que Scotland Yard va jouer et on va regarder si on va l'échanger ou pas avec une carte de notre main. C'est comme ça qu'on peut essayer de récupérer les 8. Parce que hop, oh, je viens de piocher un 8, bah, je vais la garder, je vais lui en donner une autre. Et ensuite, le bleu, le pouvoir du bleu, ça permet de réordonner les couleurs, parce que comme dans Jekyll versus Hyde, les couleurs vont se mettre comme ça, et donc par exemple ici, le bleu c'est l'atout, donc le bleu gagne face aux autres couleurs, et où je suis pas dans le sens c'est, moi je dis toujours celui-là en haut, bref. Et le rouge c'est la plus petite couleur. Voilà.
Et donc, bah, il va falloir coopérer en 2 manches pour faire le bon nombre de cases, parce qu'il faut aussi faire pile le nombre de cases pour arriver ici. Si vous faites trop de cases, si par exemple j'étais là et que je devais avancer de 3, je fais 1, 2, mais Scotland Yard, du coup, il prend mon reste du nombre de cases que j'ai pas pu avancer. Donc, si jamais il était là et que j'étais là, que je faisais 1, 2, lui, il avance dehors, il se rapproche. Donc voilà, il va falloir bien coopérer. Y a Princesse May qui nous dit, du coup, après les 10 chapitres, le jeu est fini. Oui, après tu peux recommencer les chapitres si tu veux, soit dans le désordre, si t'en as que t'as préféré, tu peux les refaire, mais oui, après, sinon la campagne est terminée. Mais après, si t'as des chapitres préférés, tu peux dire, allez, let's go, on se lance sur le chapitre 7. Oui. Mais après, je pense qu'à la fin, ils vont vous dire, voilà, vous avez un peu toutes les règles. Enfin, après, si tu veux faire une partie basique, c'est le chapitre 4. Le chapitre 4, c'est vraiment une partie classique, et après, à partir du chapitre 5, il y a des règles en plus qui vont venir s'ajouter, et qui vont venir s'enlever, etc. Ça va jouer aussi sur les personnages, si vous êtes Hyde, si vous êtes Jekyll, etc. Donc voilà. Et moi je le trouve très cool, je trouve que ça fait un peu The Crew, mais à 2 joueurs aussi. C'est juste que là, le jeu est très punitif par rapport à The Crew, je trouve que The Crew est quand même un peu plus... moins punitif, plus simple. Là des fois, tu fais j'arrive pas, je veux gagner un prix, mais je sais pas comment faire, j'ai pas eu les bonnes cartes, ou... Enfin c'est... Mais c'est trop bien. Mais en tout cas, si vous aimez The Crew et que vous aimez les jeux de pli et que vous jouez souvent à 2 joueurs, Jekyll et Hyde versus Scotland Yard est carrément fait pour vous. Et c'est pour ça que c'est carrément fait pour moi, parce que je joue beaucoup à 2 joueurs avec mon chéri et j'adore The Crew. Et c'est vrai que je trouvais ça un peu dommage de pas trop pouvoir jouer à The Crew à 2 joueurs. Il y a une variante pour le faire, mais elle est pas non plus dingue, enfin je trouve en tout cas. Mais en tout cas, ce jeu-là, il est cool. Ok, il n'y a rien qui est réellement révélé dans le chapitre, c'est plutôt des nouvelles règles qui s'ajoutent. Oui, c'est ça. Enfin, après, t'as une micro-histoire. Genre là, sur la page de gauche, t'as une petite histoire, mais sinon, non. Enfin, je sais pas ce que t'appelles révélé. Mais oui, c'est plutôt des règles qui viennent pimenter le jeu. Genre, par exemple, qu'est-ce que celui-là, par exemple Ouais, c'est ça. Ah, là par exemple, ils disent la personnalité active doit gagner le dernier prix. Donc la personnalité active, c'est celle qui est sur le jeton. Donc ça veut dire qu'il faut aussi penser au fait que si je suis Dr. Jekyll, je dois garder quand même une bonne carte pour la fin, parce que je vais devoir gagner le dernier pli. Et en même temps, bah, si je gagne le dernier pli, il faut que mon coéquipier il ait aussi gagné des plis avant, parce que comme on prend le plus petit nombre de plis entre nous, si moi je gagne tout, que lui gagne 0 plis, bah on va avancer de 0. Enfin, c'est plein de trucs à prendre en compte. Et voilà. Comme les jeux type Destiny's, Tentywise ou Descent. Non, c'est pas du tout... ouais, c'est juste là, à la fin des 10 chapitres, c'est juste des règles, quoi. Et une petite histoire, mais c'est tout. C'est pas non plus un jeu narratif comme tous ceux que tu viens de citer. Voilà, donc ça c'est mon top 4 du mois d'avril et je le trouve très cool. On a encore joué hier avec mon chéri, on s'est encore fait défoncer par le jeu, mais c'était cool quand même. J'avoue que j'aime pas perdre et là ce jeu il me résiste, mais bon, on tient bon, on va y arriver jusqu'au bout. Voilà. Et le matériel est quand même très cool. Après bon, c'est un joli hein, dans ses restes des cartes que vous pouvez sliver. Par contre, la boîte est peut-être un peu grande. Alors, sûrement que dans Jekyll vs Hyde, la boîte est encore plus grande. Je sais pas si j'ai jamais vu l'intérieur de la boîte. Mais là, je trouve que c'est quand même... Bon, ça va, mais ça reste un peu con quand même. C'est pas la pire de ce que j'ai vu. Voilà. Donc, Jekyll et Hyde versus Scotland Yard, mon top numéro 4. Et on va passer à mon top numéro 3. C'est parti, roulement de tambour. Mon top numéro 3 du mois d'avril, c'est Robotrick. Donc, là, j'ai la version anglaise-japonaise.
mais ils ont sorti la version française, ne vous en faites pas. Et c'est Explore 8 qui a édité la version française. D'ailleurs, j'ai oublié de dire que Jekyll et Hyde c'était une copy press, bon c'est pas grave. Je remercie Lacroix Games Localisation pour la copy press de Jekyll et Hyde. Donc Robotrick, là c'est la version anglaise-japonaise, mais sinon c'est la version française qui est en magasin. Il n'y a rien qui change énormément, je vais juste vous montrer vite fait ce qui change à l'intérieur, mais c'est pas... voilà. Donc Robotrick, qu'est-ce que c'est? C'est encore un jeu de pli. J'adore les jeux de pli. Vous allez vous dire, ah, en fait il n'y a que des jeux de pli dans ce top. C'est encore un jeu de pli, sauf que là c'est un jeu de pli exclusivement pour 3 joueurs. Juste avant c'était 2 joueurs, maintenant c'est 3 joueurs. On augmente, après ce sera 4 joueurs. Donc là, Robotrick, c'est un jeu de pli pour 3 joueurs, mais pas vraiment, parce qu'il y a un 4e joueur, c'est Droko le robot, et Droko c'est un automate qui est joué par le jeu. Pour info, c'est Marie qui a programmé les robots de Robotrick. C'est ça, avec mon petit ordinateur. Je suis une hackeuse en fait. Donc voilà, donc Robotrick, quand vous allez ouvrir la boîte, vous allez avoir une règle de jeu. Donc moi j'ai la règle en japonais et en anglais. Bon, c'est pas très utile, hein. Celle en japonais surtout. Et ensuite vous allez avoir 2 types de cartes. Vous allez avoir les cartes de Droko qui sont les grandes cartes. Et ensuite vous allez avoir les cartes normales pour le jeu de pli. Les cartes avec lesquelles vous allez jouer. Votre but, ça va être de gagner un maximum de points. Les points, c'est ce qui est écrit dans les petits triangles ici. Donc par exemple, si je gagne cette carte, je vais avoir 1 point. Les cartes de 1 à 10, elles valent en points leur valeur. Donc là, un 7 vaut 7 points. À partir de 10, donc 10, ça vaut 10 points. Mais la 11 vaut aussi 10 points. La 12 vaut aussi 10 points. Et la 13, elle vaut 15 points. Donc ça va être plus intéressant, ça va de 1 à 13, donc on va essayer quand même d'attraper les cartes qui vont de 10 à 13, parce qu'elles valent beaucoup de points. La petite subtilité, c'est que le jeu va se jouer en 3 manches, et à chaque manche, les 3 premiers plis que vous allez gagner vont vous valoir en points positifs. Par contre, dès que vous allez gagner un 4e, 5e, 6e, 7e, tout ce que vous voulez après le 3e pli, ça va vous valoir en points négatifs. Donc il va falloir essayer d'attraper les bonnes cartes pour avoir des points positifs et pas trop en gagner parce qu'il faut aussi en laisser aux autres. Mais en même temps, vous n'allez pas vouloir laisser aux autres une carte 13, une carte 11, une carte 10, donc il va falloir essayer de les récupérer. Enfin voilà, c'est un peu plein de choses à penser. Ce que vous allez gagner, c'est pas le pli total. Ce que vous allez gagner, c'est la carte qui va être jouée par Droko. Donc si Droko il joue le 10 rouge, et que vous jouez le 11 rouge et que les autres ont joué, je sais pas, le 5 rouge et le 4 rouge, hop, vous avez joué la plus grande carte rouge comme un jeu de pli normal. Hein. Si quelqu'un lance une couleur, vous devez suivre avec la couleur et ensuite c'est celui qui a joué la plus grande carte qui remporte le pli. Donc là, vous gagnez le pli, vous allez remporter la carte jouée par Droko, les autres cartes seront mises de côté et la carte, vous allez la mettre devant vous. Comme je l'ai dit, les 3 premiers cartes remportées valent en points positifs, donc si je me retrouve avec ça, je me retrouve avec 13 points. C'est pas fou. Droko, comment vous allez savoir ce qu'il va jouer? Droko, vous allez lui distribuer des cartes comme aux autres joueurs, et au début de la partie, vous allez venir classer ces cartes devant lui, comme ceci. Imaginons ça c'est son jeu. Vous allez les classer par ordre croissant. Hop. Voilà, ça c'est le jeu que Droko a. Bon, on a un peu plus de cartes, hein, mais je fais ça vite fait. Hop, donc vous savez que Droko a 7 mains. Vous avez 7 mains. Hop. Et donc, vous allez, pour savoir ce que Droko va jouer, vous allez vous référer à sa carte d'action. Ici, par exemple, sa carte d'action nous dit « Si Droko suit la couleur demandée, il va jouer sa carte de plus faible valeur dans la couleur demandée. » Donc ici, si la couleur demandée c'est bleu, il va jouer sa carte de bleu. Si c'est rouge, il va jouer sa carte de rouge. Si c'est vert, la carte 11 verte. Et si c'est orange, la carte 7 orange. Par contre, s'il ne suit pas la couleur, parce que par exemple c'est orange, mais il n'a plus d'orange. Donc il ne suit pas la couleur, à ce moment-là, il va jouer sa carte de plus faible valeur. Donc là, c'est soit 2, soit 2. C'est égalité, dommage. Donc on regarde
ce qu'il y a en dessous. Donc c'est la carte de plus faible valeur dans le tas le plus long. Ici, on voit que le tas le plus long, c'est rouge, donc il va, par rapport à bleu, il n'y a que 2 cartes, il y en a 3, donc il va jouer son 2 rouges. Et enfin, la colonne lead, c'est si c'est lui qui a gagné le précédent pli, c'est lui qui va commencer le nouveau pli. À ce moment-là, on garde son tas le plus court et sa carte de plus grande valeur. Donc là, le tas le plus court, bah, c'est un peu égalité, il y a 2 et 2, mais sa carte de plus grande valeur, bah, c'est le 13 vert. Donc, bah, il va jouer le 13 vert et il va commencer un pli en vert. Et donc vous allez faire ça jusqu'à ce que tous les plis soient joués. Et à ce moment-là, bah, une fois que tous les plis ont été joués, vous regardez les cartes que vous avez devant vous et vous les comptez en points positifs si c'est les 3 premiers plis que vous avez gagnés et en points négatifs si c'est les plis suivants. Vous allez aussi gagner des points négatifs si jamais Droko gagne un pli. Donc là par exemple, s'il joue son 13 vert, c'est sûrement peu probable que vous gagnez le pli parce que 13 c'est la carte la plus forte valeur. Vous pouvez gagner le pli seulement si vous n'avez pas de vert et à ce moment-là que vous jouez une carte atout. Par exemple, si c'était orange atout, hop, vous jouez une carte orange et boum, vous récupérez son 13 vert. Mais par contre, si ce n'est pas le cas, c'est Droko qui va gagner. Et à ce moment-là, si c'est Droko qui remporte le pli, la carte que vous avez jouée dans le pli, vous allez la récupérer en points négatifs. Donc à ce moment-là, vous allez... Oula, j'ai été perturbée. Donc à ce moment-là, bah, il faut faire attention à mettre des petites cartes si vous savez pertinemment que c'est Droko qui va gagner le pli parce que ça va faire mal d'avoir moins de 15 points. Voilà, voilà. Bon, trop fatiguée, je regarderai la suite en replay. Bonne nuit à tous et merci Marie. Et merci à toi Christelle d'être passée, ça fait trop plaisir. Passe une bonne nuit et puis n'hésite pas à regarder le replay. Je sais pas quand est-ce qu'il va sortir, mais j'espère au plus vite. Bonne nuit. Voilà. Et du coup, bah, il va falloir faire un peu tout ça pendant 3 manches. À chaque manche, Droko, il va changer de carte action et il va changer de place. Donc ça veut dire que si on est 3 joueurs, à un moment, il va jouer entre moi et mon voisin de gauche, mais après, il va jouer entre mes 2 voisins et après, il va jouer entre moi et mon voisin de droite. Et donc, il jouera pas au même endroit, au même moment dans la manche, et en plus, il fera pas les mêmes actions. Il y a 10 cartes actions différentes. Et donc, bah, vous avez un peu de quoi faire et les parties, franchement, ne se ressemblent pas du tout. Moi, j'ai déjà fait des dizaines de parties et bah, j'ai jamais l'impression d'avoir refait la même partie parce que bah, clairement, t'as pas les mêmes valeurs en main, Droko, il fait pas les mêmes trucs, tu joues pas avec les mêmes joueurs. Enfin, franchement, la rejouabilité est énorme. Un truc aussi que j'ai pas dit, c'est qu'au début de la manche, quand vous recevez vos cartes en main, vous allez faire une petite phase de draft, donc vous allez offrir 2 cartes à votre voisin de gauche et vous allez récupérer 2 cartes de votre voisin de droite ou l'inverse, comme vous préférez. Enfin, je crois qu'on fait 2 tours dans un sens, un tour dans l'autre, je sais plus. Voilà, ça permet un peu de faire un petit peu de draft si votre main vous va pas trop. Ça permet de comment on dit? Je sais plus, c'est pas grave. Mais bon, après, quand vous avez une main de merde, c'est pas les cartes que votre voisin va vous donner qui vont faire grand chose. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des parties où j'avais l'impression de subir un peu le jeu parce que j'avais vraiment une main de merde sans atout, par exemple. Si vous n'avez pas d'atout, clairement vous ramez, hein, parce que vous n'arrivez pas à attraper les cartes qu'il vous faut, ou alors il faut vraiment que vous ayez des bonnes cartes à côté, mais si vous avez des cartes de merde et en plus pas d'atout, oh, c'est horrible. Genre franchement, là vous n'avez pas eu de chance, vous allez peut-être subir le jeu. Mais sinon, ça arrive pas tant souvent que ça. Enfin, en tout cas, sur toutes les parties que j'ai faites, j'ai peut-être subi deux manches, mais ça va. Après, en général, on arrive quand même à faire des trucs. Après, ce que je trouve cool dans ce jeu, c'est que vous planifiez plein de trucs et vous vous dites « Ah là, si je joue ça, c'est sûr, je vais avoir cette carte. Et puis je vais garder cette carte parce que Droko, il a cette carte. Et j'aimerais bien l'attraper. » Mais après, c'est sans compter sur vos adversaires qui sont en mode « Hé, hé, moi j'ai un atout. » Et bim, bam, boum, je te pique ta carte. Et là, tu fais « Oh, punaise. » C'est vraiment hyper cool. Et franchement, si vous êtes pile 3 joueurs, moi c'est clairement le jeu auquel j'aurais envie de jouer à pile 3 joueurs, parce que ça tourne très très bien. Et comme on peut y jouer que à 3, bah c'est l'occasion. Si vous n'êtes pas souvent 3 joueurs, c'est l'occasion de le sortir. Après si vous êtes tout le temps 3 joueurs, bah il y a sûrement d'autres jeux. Au bout d'un moment, vous allez vous lasser, mais franchement, trop bien.
quand j'avais vu ce jeu à Essen, enfin je suis pas allée à Essen, mais j'avais vu des stories, je me suis dit ah mais trop bien ce jeu, je le veux trop quoi. Après j'y avais joué au domaine des jeux en novembre et coup de cœur, et du coup bah j'en avais parlé à ma sœur et elle l'a cherché sur internet et elle me l'a trouvé en version japonaise, anglaise, et je suis trop contente parce que je la trouve trop belle. Du coup en version française ils ont retravaillé l'iconographie. Ici, c'est plus des mots follow, unfollow, lead, c'est vraiment juste des symboles. Comme ça, le jeu peut être adapté dans plein de langues différentes. Et je trouve ça un peu moins bien. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça plus clair de voir des mots. Après, il y en a qui préfèrent l'iconographie, chacun son truc. Mais moi, je suis très contente avec ma version à moi. Voilà. Mais en tout cas, c'est très cool qu'ils aient pu le localiser. Je suis trop contente parce que ce jeu est vraiment trop bien. Voilà, donc c'est Robotrick et c'est le top 3, c'est mon top 3 du mois d'avril. Et maintenant c'est parti pour le top numéro 2. Et donc mon top numéro 2 du mois d'avril c'est Thinkorswim. Thinkorswim, ça fait très longtemps qu'on en entend parler. Depuis l'année dernière au moins, il y a le passe-temps qui avait découvert ce jeu et qui avait commencé à en parler sur les réseaux et tout ça. Et donc je l'avais acheté à ce moment-là et depuis j'y joue, je vais pas dire tout le temps, mais je pense que j'y joue au moins une fois par mois. Enfin franchement ce jeu est vraiment très cool. Je trouve ça super bien déjà, le thème, c'est un thème qui est hyper original. Si vous savez pas, c'est on est une équipe de natation synchronisée et on doit faire une chorégraphie. Et le but c'est de faire la chorégraphie le mieux possible pour avoir le plus de points possible. C'est un jeu coopératif où on est tous ensemble. Il va y avoir une petite application qui va nous guider sur ce qu'on va devoir faire. Et franchement, c'est très cool. Donc Thinkorswim, donc là j'ai la version de l'année dernière. Maintenant ce jeu a été localisé par Yellow, donc il y a le petit logo Yellow. Mais je vous avoue que je n'ai pas racheté le jeu, juste pour avoir le petit logo. De toute façon, même si c'est la version anglaise, oui certes les règles sont en anglais, mais vous allez voir les cartes c'est que des valeurs dessus, et puis de toute façon vous, si vous l'achetez en France, ce sera la version française, mais ça n'a pas trop d'importance parce que les règles sont enfin les cartes c'est que des valeurs, comme je viens de le dire, et l'application a été traduite en français, donc il n'y a pas du tout de problème de compréhension. Donc dans Thinkorswim, qu'est-ce que vous allez devoir faire? En gros, vous allez choisir au début de la partie une chorégraphie. Une chorégraphie, c'est 5 cartes avec le même symbole. Donc là, vous pouvez faire la chorégraphie de la Raymanta, la chorégraphie de la Tour Eiffel, la chorégraphie de l'hélicoptère. Enfin, il y a plein, il y a 15, je crois, chorégraphies différentes, la crevette, et c'est des niveaux différents. Donc l'application vous guide. Je peux même sortir l'application peut-être. Ça, je vais vous montrer en live. Alors, où est-elle? Ici. Hop. Donc, l'application, quand vous allez vous mettre dessus, vous choisissez le nombre de joueurs que vous êtes, entre 3 et 6. Vous faites campagne et ensuite, vous allez pouvoir faire des scénarios. Donc là, le premier scénario, c'est le grand plongeon. Vous cliquez dessus. En fonction du nombre de joueurs que vous êtes, il va vous dire quelle carte valeur vous allez devoir prendre. Parce que plus il y a de joueurs, plus vous allez prendre de couleurs. Par exemple, là, le 6e joueur, c'est rouge. Donc, s'il n'y a pas de 6e joueur, vous ne prenez pas les cartes rouges. S'il n'y a pas de 5e joueur violet, vous ne prenez pas les cartes violettes, etc. Et vous allez mettre aussi les cartes joker en conséquence. Enfin, voilà, il va vous guider. Les cartes du scénario que vous avez choisi, vous allez les mettre... Hop. Vous allez les mettre autour du petit bassin. Et ça va être les mouvements que vous allez devoir réaliser. Alors, je vais peut-être pas vous spoiler celui-là. On va dire que je vais vous spoiler le premier. De toute façon, hop. Tac, tac. Donc, vous allez mettre les mouvements autour. Et donc, c'est les mouvements que vous allez devoir réaliser tous ensemble. Les mouvements, qu'est-ce que c'est? Par exemple, si on regarde le mouvement 1, ça nous dit que pour réussir le mouvement 1 de ce scénario, tous les joueurs vont devoir jouer une carte de la même couleur. Donc, à ce moment-là, vous faites suivant sur l'application, ça vous dit de retourner la carte 1 et vous allez avoir 30 secondes pour mettre tous les cartes de la même couleur.
Pour ça, vous allez distribuer 2 cartes à chaque joueur et vous allez avoir tout le temps que vous voulez pour vous mettre d'accord sur votre stratégie sans regarder vos cartes au préalable. Quand vous pensez être prêt à avoir trouvé la meilleure stratégie possible, vous faites nager et à ce moment-là, vous avez le timer qui se met en route. Vous allez regarder vos cartes et vous allez essayer devant votre petit bassin, mettre la carte qu'il faut. Donc par exemple, moi c'est cool, j'ai une carte joker, hop, je vais la mettre. Tac, au moins je suis sûre d'avoir la même couleur que les autres. Mais si jamais on avait décidé de mettre rose, j'aurais pu aussi mettre rose. Si là quelqu'un me dit merde, j'ai pas de rose, je vais pouvoir aller lui donner ma carte en disant tiens, c'est du rose. Franchement, là vous avez tous les droits possibles, vous pouvez vous échanger, vous pouvez crier, vous pouvez parler, vous faites ce que vous voulez, tant que vous mettez tous la carte de la même couleur. Donc là j'ai parlé pendant trop longtemps, mais si vous avez réussi à le faire, vous allez venir arrêter le timer, vous allez vérifier que vous avez bien réalisé ce qui était demandé. Si c'est le cas, vous allez faire nous sommes synchronisés ou alors non synchronisés à ce moment-là si vous n'êtes pas. Si quelqu'un s'est trompé, vous allez devoir recommencer jusqu'à ce que tout le monde réussisse. Mais si c'est fini, vous allez dire je suis synchronisé et là il va vous dire retournez la carte numéro 2. À ce moment-là, vous allez devoir maintenant réaliser en 40 secondes, enfin 30 secondes, vu que là j'avais perdu, mais si vous avez gagné du premier coup, ce sera 30 secondes, mais si vous avez perdu, ce sera plus long. Dans ce temps-là, vous allez devoir réaliser et le mouvement 1 et le mouvement 2. Mais à ce moment-là, au lieu d'avoir 2 cartes, vous aurez 3 cartes. Et à chaque manche, vous allez avoir une carte de plus, évidemment, parce que vous allez avoir plus de mouvements à réaliser et plus de cartes à poser. Là, par exemple, le mouvement 2 nous dit que 2 joueurs vont devoir poser soit une carte avec une main gauche, une double main ou une main droite, et les autres joueurs vont devoir poser une carte bleue. Donc les mains, je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est ici en haut des cartes, et par exemple sur cette carte j'ai des mains. Ici par exemple, j'ai un pied. Et donc là vous allez devoir vous mettre d'accord sur qui va aller poser les mains, qui va poser les cartes bleues. Vous pouvez discuter autant que vous voulez avant de commencer, et dès que vous faites nager, bim bam boum, il faut vite poser ces cartes. Ce que je trouve le plus drôle dans le jeu, c'est que quand vous pensez être prêt, quand vous pensez avoir posé les bonnes cartes, pour l'indiquer au capitaine pour qu'il puisse arrêter le chronomètre, vous allez vous mettre en position de plongeon, on voit pas, et comme ça, hop, les mains au-dessus de la tête. Pour comme ça, quand le capitaine voit que tout le monde a ses mains au-dessus de la tête, hop, il arrête le chrono. Et c'est beaucoup plus simple que de dire moi j'ai fini. Là, hop, vous vous mettez en position de plongeon et c'est parfait. Le capitaine sait tout de suite qui a fini, qui a pas fini. Et c'est trop bien. Si vous n'avez pas les bonnes cartes, vous pouvez aussi défausser 2 cartes de votre main, identiques ou pas identiques, enfin ce que vous voulez, hop, vous les balancez. Et à ce moment-là, vous pouvez faire ce qu'ils appellent plonger. Plonger, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va être vous défaussez vos 2 cartes et ensuite vous pouvez retourner toutes les cartes du deck une par une jusqu'à trouver la carte qui vous intéresse. S'il me faut une carte verte, hop, c'est bon, j'ai trouvé ma carte verte, hop, et je la mets devant le mouvement qui était demandé, hop, le 4 par exemple. Voilà, et franchement, c'est un jeu d'ambiance très cool. C'est coopératif, mais il n'y a pas vraiment, je trouve, d'effet leader. Enfin, peut-être quand on discute un peu, quand chacun donne ses idées sur comment on va faire et tout ça, là il y a peut-être un effet leader de personnes qui vont plus ou moins imposer leurs idées, mais en vrai, quand on voit qu'une idée semble fonctionner, on va pas dire non, on peut pas faire ça, enfin... Je trouve ça vraiment très cool, il y a beaucoup de communication. Je trouve que c'est vraiment un jeu parfait pour du team building, par exemple. Parce qu'il faut bien communiquer, il faut aussi savoir se confronter à l'échec, surtout l'échec par rapport à quelqu'un d'autre, parce que ça peut être frustrant quand quelqu'un ne met pas la bonne carte alors que c'était si facile de mettre un chiffre pair, pourquoi t'as mis un 3 ? Du coup, il faut garder son calme en mode « Ah, moi j'ai réussi ! Lui, il a mis un 3 alors qu'il était demandé un chiffre pair. Zen !» Mais il faut savoir rester dans la frustration. Et parce que si quelqu'un se plante, il faut tout refaire. Faut tout refaire la manche qu'on était en train de faire. Et c'est super chiant. Mais je trouve que ça forme bien les équipes. Parce que tu dis, bon, c'est pas grave, on est une équipe, on va y arriver. Cette fois, je vais mettre un chiffre pair et pas un 3.
Et franchement, très 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 cool. Moi j'adore ce jeu, à chaque fois je veux trop y jouer, j'aimerais bien faire tous les scénarios, mais à chaque fois je joue avec des gens différents et du coup bah forcément je reprends au scénario de base parce que je vais pas tout de suite leur faire un scénario où il faut tourner sur toi-même. Oui, parce que il y a des petits twists qui vont venir au fur et à mesure du jeu. À un moment entre le mouvement 3 et le mouvement 4, et du coup il y a des twists, par exemple vous allez devoir jouer à une main en mettant une main sous vos fesses, et du coup bah, c'est super compliqué à une main d'essayer de tout faire, et il y a plein de petits twists comme ça qui vont venir s'ajouter, qui vont pimenter le jeu, et je trouve que c'est trop bien. Moi franchement c'est un de mes coups de cœur de l'année dernière, et du coup de cette année parce qu'il est sorti en France au mois d'avril. Et franchement, je vous le recommande vivement si vous aimez bien les jeux coopératifs, les jeux d'ambiance. C'est vraiment très cool. Après, c'est sûr que je trouve que le thème est un peu oublié au fur et à mesure qu'on joue parce que bah, on n'est pas en train de nager, on joue des cartes et voilà. Mais en vrai, ça va. Il y a quand même l'esprit d'équipe. On dit je plonge et hop, on fait son truc, on fait des petits mouvements comme ça. Moi, je trouve ça super dingue, super cool. Voilà, j'adore ce jeu. Je vois qu'il y a Jouant en solo qui est arrivé. Bonsoir Jouant en solo, comment vas-tu? Ça va, enfin juste un petit souci avec un de mes chats. Oh, que se passe-t-il? Quelles sont vos découvertes ludiques du moment? Et ben je suis en train de vous le présenter. J'avoue que c'est pas ma came ce jeu. Oui, ça peut pas forcément plaire à tout le monde, je suis d'accord. Mais moi j'adore ce jeu, je veux y jouer avec tout le monde. Malheureusement mon chéri c'est pas sa cam non plus comme tu dis. Du coup je suis un peu en mode t'es nul. Du coup j'y joue avec mes collègues de temps en temps le midi, c'est très cool. J'ai des collègues qui ont terminé le jeu, je suis tellement jalouse. Parce que c'est pas des gens de mon équipe et du coup on joue pas ensemble le midi. Et ils ont terminé le jeu et je suis trop jalouse. Moi aussi je veux terminer le jeu. Mais bon. Voilà, il faut que je trouve des gens motivés pour ça. Je crois que Simon du Passe-Temps l'aime beaucoup. Oui, énormément. C'est aussi grâce à sa pub que j'ai craqué. Je me suis dit mais oui, ce jeu c'est une évidence. Il me le faut. Et donc aujourd'hui c'est mon top 2 du mois d'avril. Moi non plus ça m'attire pas non plus. En même temps jouer en solo, si tu joues en solo, c'est pas trop fait pour toi Sink or Swim. Enfin voilà, et bah du coup on est prêt pour passer au top 1 du mois. Je pense que ça, il n'y a pas tellement de surprises. Je pense que vous l'aurez vite deviné, mon top 1 du mois. Je pense que c'est un peu le même que tout le monde. Roulement de tambour. Et mon top 1 du mois, c'est Harmonie. Alors, je me force à pas dire Harmonise parce que je dis toujours Harmonise, mais je pense que c'est plutôt Harmonie. Mais j'aime bien Harmonise, je trouve ça stylé. Mais du coup, Harmonie, c'est mon top 1 du mois, un peu comme tout le monde, je pense. En vrai, j'ai longtemps hésité entre Sink or Swim et Harmonie parce que j'adore les deux et les deux sont trop cool. Mais mon chat il m'a dit non, mais Harmonie c'est quand même mieux. C'est parce qu'il aime pas trop Sink or Swim. Mais bon, mais on va dire que Harmonie et Sink or Swim c'est mes deux coups de cœur. Je les adore trop. Donc voilà, donc Harmonie, si vous n'en avez pas entendu parler, ce qui m'étonnerait beaucoup, c'est un jeu d'agencement de pions, si on peut dire, pour créer un petit paysage pour faire venir les animaux et qu'ils puissent habiter en harmonie. Et donc pour ça, vous allez avoir un petit plateau joueur, comme ceci. Donc c'est recto verso, donc comme ça vous fait plus de parties. Et donc vous allez récupérer des petits jetons qui sont ici. Hop, pour créer des paysages. Les paysages, ça va être les animaux qui sont ici, qui vont vous les demander. Par exemple, si vous voulez que cette petite loutre trop mignonne vienne chez vous, à ce moment-là, vous allez devoir placer 2 jetons de feuilles comme ceci, avec un jeton d'eau au bout. Donc il va falloir venir récupérer 2 petits jetons de feuilles, hop, comme ceci par exemple, et mettre un petit jeton d'eau au bout. À ce moment-là, si j'ai réussi à faire ça, et ben hop, je vais pouvoir faire venir cette petite loutre chez moi. Les cartes animaux, vous allez pouvoir les récupérer
quand ce sera votre tour, dans une rivière de cartes, vous allez la récupérer chez vous et ensuite vous allez venir placer des petits cubes orange dessus. Et donc là, la petite loutre, on voit que je peux faire venir 3 petites loutres chez moi parce que je peux mettre 3 petits cubes ici. Et donc, dès que j'ai fait ce pattern une fois, je vais venir mettre un petit cube orange sur le petit pion bleu, comme indiqué ici. Et donc, je vais avoir 5 points parce que j'ai fait venir une petite loutre chez moi. Mais si je réussis à faire le pattern une deuxième fois, par exemple ici, des pions peuvent compter 2 fois pour le même pattern. À ce moment-là, hop, je vais faire venir ma deuxième petite loutre ici. Et là, j'aurai 10 points au lieu de 5. Et donc, votre but, ça va être d'agencer tout ça, de récupérer des petits animaux, de récupérer des pions. Pour récupérer les pions, c'est un peu à la manière d'Azul, si on peut dire, où il va y avoir à chaque fois 3 jetons sur chaque case, comme ceci. Et donc, vous allez venir prendre le lot de 3 jetons qui vous intéressent, et vous allez venir le poser sur votre plateau comme vous voulez, etc. La partie, elle s'arrête quand quelqu'un a rempli son plateau et qu'il lui reste 2 ou moins de cases disponibles, ou que le sac est vide, et voilà, et on compte les points. Il y a aussi d'autres manières pour gagner des points, c'est les aides de jeu qui sont ici. Par exemple, si vous réussissez à faire un buisson, comme ceci, hop, un buisson, ici vous avez 3 points, un arbre avec un buisson, 1 point par contre, un arbre avec un tronc, 3 points, un arbre avec 2 troncs, 7 points, les montagnes, si elles sont en chaîne de montagnes, pareil, elles vont valoir 1, 3 ou 7 points, les champs, s'ils sont 2 ou plus, ce sera de 5 points, etc. Et donc il y a plein de manières de marquer des points, et c'est très cool. Non, tu le prononces bien, le créateur le prononce comme toi. Oh, bah cool, je vais dire harmonise alors. Très cool. Et donc voilà, donc c'est mon coup de cœur du mois d'avril. Franchement, j'avais testé ce jeu à Paris et Ludique l'année dernière quand il était encore en prototype. Et j'avais déjà dès le départ adoré. J'y ai rejoué à Cannes cette année pour me conforter dans ma première impression avec le matériel définitif, et j'ai eu le coup de cœur. Et du coup, bah voilà, je l'ai demandé en boîte de presse à Asmodée, donc c'est une boîte de presse. Merci à Asmodée, je l'avais précisé dans ma vidéo quand je vous l'ai présenté avant mes vacances. Mais voilà, c'est très cool. Il y a aussi, je ne l'ai pas dit, une petite micro-extension avec des esprits de la nature qui vont venir ajouter un peu de... Enfin, ça va peut-être orienter votre stratégie. Au début de la partie, vous allez en avoir 2. Vous allez en choisir une. Et ça va, par exemple, si je choisis celle-là, ça va peut-être orienter ma stratégie sur les arbres, alors que si j'avais choisi celle-là, ça l'aurait orienté sur les eaux. Tu as la faute sur la cigogne du coup ou pas? Oui, je crois. Oui, voilà, j'avais mis en story, mais du coup la carte cigogne, c'est pas un 4 ici, c'est bien un 6, donc ça va être corrigé dans les futures impressions du jeu. Mais en gros, c'est parce que ici, pour le chat, c'est à peu près la même carte, mais sauf que le chat c'est une maison toute seule ou plus, c'est 4 points, alors que la cigogne, c'est 2 maisons côte à côte ou plus, c'est aussi 4 points, alors que non, c'est 6 points, parce que c'est un peu plus dur à faire. Donc c'est une petite erreur, mais c'est précisé dans la règle. Enfin, sur la règle, il n'y a pas l'erreur, quoi. La règle, c'est bien un 6 ici, et un 4 pour le chat. Donc faites attention, ici c'est bien un 6. Voilà. Mais donc là, ça va être corrigé dans les futures impressions du jeu. Et ils vont peut-être essayer de voir pour fournir la carte corrigée, mais je sais pas si on le fait ou pas, parce que il faut voir comment ils peuvent faire pour envoyer la carte, quoi. On va chercher le marqueur, mais oui, je me dis, on pourrait grave faire un 6 avec le carte, quoi. Je sais pas trop comment, mais... mais bon, donc vous savez, c'est un 6. Et après, il y a Joueur en solo qui m'a dit aussi hier qu'ils avaient sorti une campagne pour les joueurs solo sur BGG. Vous pouvez la télécharger. Du coup, c'est une campagne solo. Et donc, c'est, si j'ai bien... Enfin, j'ai regardé vite fait, mais c'est en gros des cartes animaux qui vous sont imposées au début de la partie. Et votre but, du coup, c'est de
de faire au mieux pour avoir le meilleur score avec les cartes qu'on vous impose. Par exemple, si on vous impose ces 3 cartes, bah, il va falloir agencer au mieux votre paysage pour faire un maximum de points avec ces 3 cartes de base. Alors forcément après vous allez pouvoir en récupérer d'autres, mais au moins vous aurez ces 3 cartes là comme les autres au début de la partie et vous verrez comment agencer votre petit paysage. Et donc c'est quelques scénarios, donc si vous jouez beaucoup en solo, je pense que ça peut être très intéressant pour vous. Donc c'est sur Board Game Geek que vous pouvez le télécharger. Voilà, voilà. Oui, oui, il faut la réclamer et aller la chercher dans les magasins avec la facture. Ok, ben du coup, je verrai. Mais moi, je l'ai eu en boîte de presse, alors je sais pas si j'aurai la carte corrigée, mais bon, au pire, c'est pas grave, je le sais. Je le dirai si je jouais avec d'autres gens, je leur préciserai. Voilà, voilà. Et donc, bah, ça, c'était mon top 1. Je suis passée un peu vite sur Harmonies parce que je me suis dit que vous avez sûrement beaucoup entendu parler de ce jeu déjà. Donc, enfin, si c'est pas le cas, c'est que vous regardez pas beaucoup les autres personnes sur Instagram et YouTube. Du coup, je suis flattée que vous regardiez ma vidéo. Mais voilà. Et je pense que ce jeu est largement plébiscité, je sais pas comment on le dit, par tous les gens. Mais on regarde que toi, hein. Mais ouais, c'est ça. Enfin voilà, moi franchement j'adore Harmonies, j'en suis déjà à je sais pas combien de parties. Quand on est rentré de vacances, c'est le premier jeu qu'on a fait. Pendant les vacances, je disais à mon chéri, oh j'aimerais bien jouer à Harmonies, c'est dommage qu'il n'est pas sur BGA, parce qu'on aurait pu jouer sur BGA. Mais j'aimerais bien qu'il le mette sur BGA parce que franchement, comme ça je pourrais jouer en vacances. Mais franchement, j'adore ce jeu et il restera très longtemps dans ma ludothèque. Tout comme Thinkorswim, tout comme Robotrick. Après, Jekyll et Hyde, on verra quand j'aurai fini les chapitres s'il restera dans ma ludothèque ou pas. Et Solstice, bah ouais, parce qu'il est petit et ça prend pas de place, donc je pense qu'il restera aussi dans ma ludothèque. Enfin, en tout cas, ça, je vais vous mettre comme ça. Hop, c'est mon top du mois d'avril. Tac, mon top 5. Tadam! J'ai pas su faire le top 6, mais c'est pas grave, je préfère faire un petit top 5 avec des jeux qui m'ont vraiment marqué et que j'aime beaucoup plutôt que d'en mettre un 6ème qui est nul. Voilà, donc ça c'est mon top 5. Donc on va pouvoir terminer ce live en vous parlant des jeux que j'attends au mois de mai. Les jeux que j'attends au mois de mai, ce sont ces jeux. Donc il y en a beaucoup que j'ai déjà testé, comme par exemple Flowers, Littoral, Eternicium, Temple Code, Inkit Ouch, Rivage et Middle Age. En fait j'ai juste pas testé Loot, Dédale et Onyx et Nextation Paris. Mais sinon tous les autres je les ai testés. Et ce sont les jeux du coup que j'attends avec impatience au mois de mai. Littoral, clairement c'est un de mes jeux préférés de l'année, donc je veux pas vous spoiler, mais c'est sûr qu'il sera dans mon top de mai. Après ça va être dur de choisir parce que Flowers j'ai adoré, Rivage j'ai adoré, Inkit j'ai adoré, Ouch j'ai adoré. Alors après il va falloir voir Loot, Dédale et Nextation Paris et Onyx, il va falloir qu'ils combattent leur place parce que ça va être très dur. Mais voilà. En tout cas, après il y en a plein d'autres qui vont sortir en mai, mais en tout cas ceux-là c'est ceux qui ont attiré mon attention, c'est ceux que moi j'attends avec impatience. Peut-être que j'aurai l'occasion d'en tester d'autres, on verra, vous verrez au début du live de mon top de mai si j'en ai testé d'autres ou pas. Mais en tout cas ça c'est ce que j'attends avec impatience. J'ai hâte aussi d'être en juin parce qu'il y a plein de trucs qui vont arriver en juin. J'ai pas encore fait la slide, mais j'ai trop hâte. En fait mai et juin ça va être trop bien. Enfin, de toute façon là avril c'était aussi trop bien. Chaque mois je me dis mais qu'est-ce qu'ils vont faire le mois suivant? C'est pas possible, là c'était déjà trop bien ce mois-ci. En fait à chaque fois ils arrivent à faire des trucs de fou. Voilà voilou. Dédale m'attire énormément, mais oui carrément, en plus là il est sorti du coup au festival de Toulouse, l'alchimie du jeu, je sais pas s'il y en a qui étaient ce week-end, moi j'ai pas pu y aller parce que bah, j'étais en Chine, c'était un petit peu loin, mais ça a l'air très cool, et en tout cas les gens qui ont pu tester là-bas, on avait l'air de dire que c'était très cool.
hâte d'être en juin, on va se calmer. Laisse-moi mes vacances. Moi, je viens de les finir, c'est pour ça que j'ai hâte d'être en juin. C'est quand tes vacances s'envolent? C'est maintenant? Ou c'est bientôt? La semaine prochaine, peut-être? Là, moi, c'est cool parce que je suis rentrée de vacances dimanche, j'ai travaillé lundi, mardi, et ensuite, là, j'étais en jour férié mercredi, jeudi. Je travaille demain, et après, je suis de nouveau en week-end samedi, dimanche. Donc, ça a été vraiment une petite semaine tranquillou. Ça m'a fait limite 3 semaines de vacances, quoi. Sauf que j'ai travaillé lundi, mardi, vendredi. Mais ça va, on va pas se mentir, j'aurais pas pu rêver mieux en rentrant de Chine pour le décalage horaire. J'avoue que lundi soir, je me suis dit, j'ai bien fait de pas programmer de live lundi parce que j'étais crevée, j'avais juste envie d'aller me coucher. Je me suis couchée à 22 h, j'en pouvais plus. Et j'avoue que là, je suis fatiguée. Ah là là, je suis encore fatiguée, je m'en suis pas encore remis. Dans une semaine, et ben trop bien. Tu fais quelque chose de spécial ou tu restes chez toi? Pareil, je viens de les finir. Prochaines vacances, juillet, début août. Ah, c'est loin. Moi, je vais prendre une semaine en juin parce qu'il y a ma maman qui revient en juin pour 3 semaines. Mais bon, moi, je vais prendre une semaine pour la voir quelques jours. Et après, mes prochaines vacances, ce sera en août. Et après, avec mon boulot, ils nous ont... On va pas dire interdire, mais ils nous ont dit qu'on pourrait pas prendre de vacances entre mi-septembre et fin novembre, début décembre. Parce qu'en fait, on déménage, enfin notre bâtiment d'entreprise déménage. Et du coup, bah, comme je suis dans le service qui doit s'occuper du déménagement avec déménagement de la salle serveur, des bureaux, etc. Et ben du coup, on n'a pas le droit de prendre de congé entre mi-septembre et début décembre. Donc je suis ravie. Il faut que j'essaie de négocier pour aller à Vichy quand même, parce qu'il y a le festival pro de Vichy le 16-17 septembre, donc je me dis pitié, laissez-moi y aller et après je fais tout ce que vous voulez pour le déménagement, mais je veux aller à Vichy. Bon, pour l'instant je suis pas encore acceptée en badge presse pour Vichy, mais je me dis pitié s'il vous plaît. On verra, parce que je pense qu'ils ont durci leurs critères pour pouvoir y aller, donc bah on verra, j'espère que je serai acceptée. En tout cas ma demande a été prise en compte, on verra. J'ai pas eu de vague depuis 5 mois, pas un jour de congé, donc je les attends. Bah oui, tu m'étonnes, j'aurais à ta place, j'en aurais marre. Comment tu fais? Moi, au bout de 2 semaines, j'ai besoin d'une semaine de vacances, hein. Quand même pas, mais quand même. Je suis tellement un bébé, moi j'ai l'impression que je travaille 2 jours, j'ai besoin de 5 jours pour m'en remettre. J'en peux plus. Ah là là. Mais ouais. Enfin, en tout cas, là, le décalage horaire, c'était compliqué, hein. Je suis un dur et je me détends en embêtant les gens. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Tiens, d'ailleurs, je vais me mettre en grand pour discuter avec vous. Voilà, voilou. Je sais pas si vous avez remarqué, je vais vous remontrer, mais j'ai changé de tapis. Avant, c'était un tapis rouge. Bah voilà, tapis rouge pour les stars et tout, mais je me suis dit, c'est quand même peut-être mieux un tapis noir, ça ressortira mieux. Du coup, j'ai investi pendant les vacances et j'ai acheté un tapis noir. Je sais pas ce que vous en pensez par rapport à mon tapis rouge, si vous trouvez qu'on voit mieux les jeux ou pas. En tout cas, il va falloir que je règle ma caméra parce que je trouve que quand je zoome, la luminosité est nulle. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Voilà, voilou. J'espère que ça vous plaît. Je commence tous les matins à 5 h. Mon Dieu, je pourrais pas, moi. Je commence à 9 h, j'en peux déjà plus. Celle d'avril était mes premières vacances depuis 1 an. 1 an! C'est énorme. Après, peut-être que t'as commencé à travailler il y a pas longtemps. Parce que c'est vrai que quand tu commences un nouveau boulot, t'as pas beaucoup de congés. Moi, la première année, c'était horrible. Mais maintenant ça va, j'ai mes 25 congés payés, mes 11 RTT, donc ça commence à aller mieux. Mais du coup, j'ai tous mes après-midi. Ah, oui, c'est vrai, c'est pas faux. Mais du coup, tu dois te coucher tôt le soir, non? Enfin là, elle va dire, il est 21h40 et tu faut pas coucher. Oui, 2 mai 2023. Oh là là, l'enfer, la pire date. La pire date. Mais ça... C'est courageux. Moi, j'ai commencé en septembre et déjà de septembre à mai, j'en pouvais plus. Enfin, j'avais quand même eu des RTT pendant l'année où j'avais pu poser 2 jours à Noël.
Et j'avais eu aussi des heures rattrapées parce que quand on fait des interventions le soir tard, on a des heures rattrapées et du coup j'avais des congés grâce à ces heures rattrapées. Mais j'en pouvais plus, j'avais hâte d'avoir mes congés. Non, j'ai un chiot de 6 mois, donc dernière sortie pipi à minuit. Oh mon dieu! Donc ça veut dire que tu dors de minuit 30 à 5h. Enfin, du coup, avant 5h, mais tu commences à 5h. Oh là là, le courage, le courage. Tu dois sûrement faire des siestes. Moi, je commence à 8h30, je finis quand je peux. Oh. Et ça, c'est triste par contre, parce que normalement, t'es censé faire... Enfin, je sais pas, ton contrat, c'est quoi? 35h, 39h? C'est pas fou de... de faire des heures sup. La sieste, c'est la vie. Oui, moi, j'aimerais bien pouvoir faire une sieste au boulot, mais ils veulent pas mettre une salle de sieste. Je suis deg. Mon père, il nous a montré, là où il travaille, donc mes parents, ils sont enseignants, mais dans l'université où il travaille à Shanghai, il y a une sorte de mini-salle de sieste. Et en gros, quand c'est libre, tu peux y aller. Il y a un fauteuil qui s'allonge là, et tu peux t'allonger dessus, faire une sieste et ensuite libérer la salle. Enfin, en gros, apparemment, quand la porte est fermée, c'est qu'il y a quelqu'un dedans. Si elle n'est pas fermée, c'est qu'il n'y a personne. Et du coup, quand la porte est fermée, personne ne t'embête. Et tu fais ta micro-sieste et après, tu reprends ton travail. Mais c'est génial, je trouve. C'est trop bien, moi aussi, je veux ça. Je veux dire à mon entreprise, mon père, il a une salle de sieste dans son université, je veux pareil. Ils vont me dire, va dans l'université. On s'en fout. Oh là là. Des fois, je finis à 2h du mat. Oh là là. Moi, je peux pas travailler toute ma vie. Hein. Moi, j'ai besoin de faire des pauses. Hein. Moi, je travaille de 9h à 18h. Après, je me casse. Hein. À 18h00, je suis dehors. Ou 01. Mais je travaille pas plus. Hein. Enfin, si, après, des fois, on a des interventions le soir. En plus, là, avec le déménagement, on va devoir travailler un peu le week-end parce que, évidemment, on va devoir prendre tout ce qu'il y a dans la salle serveur pour mettre dans le nouveau bâtiment, mais il faut le faire quand les gens travaillent pas. Donc, on va devoir travailler au moins un week-end. On va devoir travailler sûrement le soir tard et tout. Donc, j'ai pas hâte d'être entre septembre et novembre, j'avoue. J'aime pas travailler plus. Après, c'est comme je vous ai dit, c'est en horaire rattrapé, donc après ça me fait des congés, mais bon, c'est chiant. Je préfère travailler de 9h à 18h et avoir moins de congés que travailler de 9h à minuit et avoir 50 jours de congés après, quoi. Moi, je sais pas. T'aimes pas travailler tout court? Ouais, c'est ça. Moi, je veux pas travailler. Moi, je veux jouer toute ma vie. Mais c'est impossible. Mon chéri, quand on s'est rencontrés, il m'a dit « J'aimerais bien être homme au foyer, qu'est-ce que t'en penses ?» J'ai dit « Non, non, non. » Jamais de la vie. Ah là là. Enfin ouais, s'il est homme au foyer, ok, mais je fais plus jamais de la vie le ménage, les repas et tout ça. Plus jamais. C'est l'homme au foyer qui fait. On est d'accord, le jeu c'est la vie. C'est la sieste ou les jeux, la vie. C'est tout. Manger, dormir, jouer, c'est la vie. C'est vrai que c'est mes 3 passions. Dormir, jouer et manger. Dans quel ordre? Je ne sais pas. Oh là là. Je pense que je vais pas finir le live trop tard parce que je suis crevée. Bon, en tout cas, le live de lundi prochain, on va parler de Eternitium. Eternitium, je sais pas comment on dit. Je sais jamais comment on prononce les noms, c'est très chiant. Mais voilà, donc ça, ce sera le live de lundi. Je crois qu'il devait être dispo bientôt sur BGA, mais je sais pas si c'est le cas. Si c'est pas le cas, je jouerai en solo. Je vais regarder. Et si c'est le cas, à ce moment-là, on pourra peut-être jouer Non, il n'est pas encore. Du coup, ce sera sûrement en solo. Et voilà, donc ça, c'est un deck building qui vient de sortir au mois de début mai. Et c'est le premier jeu de l'auteur qui s'appelle Thomas Carlier. Il a sorti un même jeu en même temps qui s'appelle Valrock, mais qui est pas trop mon type de jeu. Mais du coup, moi, je vais vous parler de Eternitium. Voilà. La boîte ne rentre pas dans un sac à main, non, pas celle-ci. Ça, c'est plutôt une valise. T'as pas vu son sac à main. C'est vrai, c'est vrai. Non, ça rentre pas. Voilà, une boîte plus grosse que d'habitude et qui est plutôt bien remplie, je dois l'avouer, c'est pas une boîte du vide, donc c'est cool. Donc je vous montrerai tout ça
lundi. Voilà, voilà. Donc lundi, bah, on reprend les lives à 20h30 et puis les jeudis à 20h30 également. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu de voir mon top du mois d'avril. En tout cas, moi, ça m'a fait trop plaisir de vous le présenter. Ce sont des jeux super cool que j'adore. Et j'ai hâte de vous parler de Eternicium lundi. Voilà. Du coup, bah, passez une bonne soirée, passez une bonne nuit, prenez soin de vous et on se retrouve lundi. Merci à tous d'être venus pour ce live de reprise. Ça me fait très plaisir, j'avais peur qu'il y ait personne, que tout le monde ait oublié. Mais ça me fait trop plaisir de vous avoir tous revus ce soir. Du coup, bah, je vous dis à lundi, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut, salut!